Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation à la conférence. Donc, c'est avec plaisir que je vais partager l'état de mes connaissances sur ce qu'en pense du cheval de la retraite. Et donc pour savoir ce qu'il en pense, il faut aussi savoir le lire, comme le disait tout à l'heure le docteur Vincent Bourreau. Et donc c'est ce sur lequel j'ai travaillé pendant 6 mois avec Léa Lansade. Donc on y va. Donc dans un premier temps, on va regarder un peu qui assume la retraite du cheval. Donc le projet Exit, fin de travail des animaux, la fin de vie. Nous nous sommes donc intéressés à ce qui se passait après la carrière des animaux. Ce n'était pas que les chevaux, on parlait aussi des animaux de rente, donc les bovins laitiers, les poules pondeuses, les animaux de laboratoire. Et donc moi, de mon côté, j'ai travaillé sur la partie cheval avec Léa Lansade sur le comportement. Il y avait aussi une sociologue qui nous accompagnait. Et donc on a fait des entretiens avec des professionnels et des propriétaires pour comprendre leurs raisons. Et nous avons aussi, ça a été ma partie, observé les chevaux sur le terrain qui étaient à la retraite pour voir un peu leur état de bien-être avec un protocole de recherche sur l'évaluation du bien-être qui est basé sur le plan AWIN pour l'évaluation du bien-être, cheval bien-être. Et donc nous avons observé en 2021 sur 6 mois 41 chevaux et nous avons effectué 21 entretiens. Donc, par rapport au profil des propriétaires qui assument la retraite, on peut en retrouver 6. Durant notre étude, nous avons retrouvé donc des centres équestres qui vont placer leurs chevaux à la retraite suite à leur carrière dans la structure. Nous avons également des élevages qui choisissent de mettre leurs chevaux à la retraite pour diverses raisons. Et puis nous avons ensuite les pensions retraite avec des propriétaires qui sont des particuliers qui ont placé leurs chevaux dans ces structures suite à leur carrière sportive. Et nous avons aussi les chevaux d'utilité de traction, des chevaux qui, par exemple, conduisaient des véhicules hippomobiles et, par exemple, dans les communautés, récupéraient les poubelles avec des véhicules hippomobiles. Donc, nous avons aussi enquêté ces structures pour savoir comment ça se passait une fois que le cheval ne pouvait plus faire ce travail d'utilité publique. Et nous avions aussi donc, des chevaux de spectacle, de tourisme équestre et enfin aussi des chevaux de course. Donc, ça a été assez large comme étude. Donc, par rapport aux raisons qu'on a eues suite aux entretiens des humains, la retraite, pour eux, c'était un juste retour des choses. On a aussi eu comme argument que la retraite est quelque chose de mérité pour le cheval. Et nous avons aussi le devoir moral qui est ressorti pas mal des enquêtes. Donc, ici, je vous ai présenté les principales raisons. Donc, ce sont celles-ci. Et souvent, la retraite, elle est déterminée par l'économie dans un premier temps. Est-ce qu'on a le budget d'assumer la retraite d'un cheval ? Mais il y a aussi la question du capital foncier. Est-ce qu'on a la place d'avoir un cheval à la retraite, que ce soit à la maison, il faut du terrain, ou il faut aussi trouver la structure. Et il y a aussi la question de la reconnaissance du travail animal pour lui offrir une retraite méritée. Il faut encore que le propriétaire ait reconnu qu'il a fait un travail et que donc qu'il mérite sa retraite. Et aussi, ça va dépendre de la race du cheval pour la retraite et de son état, bien sûr. Par rapport aux stratégies de fin du travail que nous avons trouvées, entre garder le cheval chez soi si on a la place et les moyens, donner le cheval à quelqu'un de confiance ou bien le vendre, nous avons trouvé ces différentes options. Pour garder le cheval chez soi, ça nécessite que le propriétaire ait de l'attachement vers son animal, qu'il ait peu de chevaux et du terrain, parce que ça demande quand même de la place d'avoir un cheval à la maison. Pourquoi pas convertir le cheval pour faire du poulinage pour les juments. Et puis après, si l'animal est blessé ou malade, ça nécessite aussi d'avoir la capacité de s'en occuper, d'apporter les soins nécessaires et d'avoir le temps et la disponibilité et les moyens, bien sûr. Ensuite, pour les personnes qui ont décidé de rester propriétaires du cheval mais de ne pas le garder chez soi, donc là, ça va plutôt être un placement en structure de pension retraite. Mais ça peut également être chez des personnes de confiance, des amis qui ont du terrain et qui aimeraient avoir un animal chez eux. Et donc dans ce cas-là, on va confier le cheval à cette personne de confiance. Ensuite, pour les personnes qui ont décidé de donner ou de vendre le cheval, c'était orienté pour des personnes de confiance avec un cheval plutôt clé en main, puisque si on parle d'un cheval de club ou de propriétaire qui a eu effectivement une bonne éducation, qui est un cheval qui a de l'expérience, qui a peut-être 20-21 ans, finalement il a toutes les bases pour pratiquer du loisir équestre ou de la promenade. Et donc ça peut répondre à un besoin de personnes qui aimeraient démarrer l'équitation, pourquoi pas, ou poursuivre et devenir propriétaire avec un cheval clé en main qui aura un âge un peu avancé. Mais pour une activité basique de loisir ou de promenade, ça répond à ce besoin.
Et donc la dernière option, c'était donc la filière bouchère quand on n'arrive pas à trouver de solution, quand voilà, le cheval n'est pas en suffisamment bon état pour lui permettre d'avoir une reconversion ou une retraite. Ensuite, moi, je me suis intéressée particulièrement pendant ce projet sur la partie comportementale à la lecture des signaux de douleur chez le cheval. Donc pour ça, j'ai repris un article scientifique qui a été publié par l'équipe de GLIRUP. Donc c'est un article, pardon, j'ai passé la slide. Donc c'est un article qui a été publié donc en 2015, donc c'est pas non plus très récent finalement, il y a quand même un peu de temps qui est passé. Donc par rapport à cet article, voici les 6 indicateurs sur lesquels je me suis basée pour observer sur le terrain les chevaux. Donc nous les avons filmés et après avec des photos, j'ai réussi à analyser les films et à compter finalement la présence de ces indicateurs. Donc nous avons au niveau des indicateurs les oreilles, la position des oreilles. Donc observer si les oreilles sont en arrière, c'est un signe de mal-être. Il faut aussi combiner ça avec la tension dans le regard, donc observer cette zone-ci. Donc vous avez notamment la contraction du muscle ici, le muscle M levator anguli oculi medialis, et vous avez également la tension dans le regard. Vous avez également la tension faciale des muscles, est-ce que les muscles sont très saillants, très visibles. Vous avez aussi la dilatation des naseaux, des naseaux très dilatés combinés à ces autres signaux, c'est un indicateur de mal-être. Et vous avez également au niveau du museau, l'observation d'un museau qui serait contracté, pointu. Et donc si vous avez un certain nombre de ces indicateurs, ça indique la présence donc de douleur chez le cheval. Donc ici, vous pouvez voir à gauche sur cette photo, donc vous avez un cheval donc, qui présente des signes de douleur. À gauche, vous pouvez voir donc, la position des oreilles, la tension au niveau du regard, la présence des muscles contractés, les naseaux dilatés, et donc par rapport à droite, où le cheval finalement est un peu plus détendu. Donc, vous avez un deuxième article qui a aussi documenté les signaux, les grimaces faciales de la douleur, et qui a conduit à la réalisation de cette échelle. Donc sur cette échelle, vous avez aussi les 6 indicateurs. On retrouve donc la position des oreilles, la zone de l'œil. Vous avez aussi la tension musculaire autour des muscles masticateurs, la tension au niveau de la bouche et du menton, et aussi la dilatation des naseaux. Donc c'est un bon signe déjà, ces 2 articles qui sont sortis à 1 an d'intervalle. Celui-ci est sorti en 2014, donc il était plus vieux. Ils ont finalement concordé sur les 6 indicateurs. Donc ça, c'est déjà un bon signe pour la reconnaissance des signaux de douleur sur l'expression faciale du cheval. Donc sur cette échelle, vous pouvez voir par rapport par exemple aux oreilles, vous pouvez voir un peu plus de détails sur si finalement c'est absent, modérément présent, ou si là on peut carrément voir la position des oreilles en arrière. Donc c'est une échelle avec photo pour essayer de faciliter la reconnaissance aux particuliers, aux propriétaires de la présence de ces signaux. Donc par rapport aux chevaux que j'ai observés, j'ai été sur le terrain, donc j'ai été dans des structures des pensions retraite en France, j'étais en France, des pensions retraite dans le Grand Est, un refuge pour vieux animaux qui est en Normandie, qui récupère des animaux abandonnés ou placés, ou voilà, c'est vraiment un refuge pour vieux animaux. Après, ils n'en font rien, il n'y a pas de travail de reconversion, c'est vraiment laisser les animaux, les chevaux, les vaches, les poules, les chiens, les chats, terminer leur vie dans un refuge tranquille. Il y avait également la jumenterie du Pin, au Haras du Pin en Normandie, avec un troupeau de juments qui ne travaille plus. Une partie est utilisée pour la reproduction et puis l'autre partie finalement ne travaille pas. Et après, voilà, il y avait différentes autres structures. Il y avait un élevage de chevaux de course. Et dans cet élevage, ils avaient aussi une partie d'élevage de charolaises, de vaches à viande. Et donc, ils avaient ouvert une pension retraite pour équidés, pour diversifier leur activité. Et donc, ils faisaient du pâturage mixte avec les chevaux âgés et les charolaises. Et ça se passait plutôt bien. Donc, j'avais pu aller sur le site. Et eux avaient notamment des chevaux de course de galop qui avaient après une retraite dans leur structure aussi. Donc cette jument, Rasta, elle présente tous les signaux de douleur. Donc elle avait 35 ans et le score de douleur est donc maximum de 6 sur 6. On peut reconnaître chez Rasta au niveau donc, de son visage, nous pouvons reconnaître donc, la position des oreilles en arrière,
une tension au niveau du regard, avec là il y a la crinière, mais en fait quand on observe, on voit bien l'accent circonflexe au-dessus de son œil, avec donc ce muscle qui est contracté. On peut voir qu'elle a les muscles faciaux très saillants, les naseaux extrêmement dilatés, puis ce bout du nez extrêmement pointu. Donc ça correspond en fait aux 6 indicateurs de la grimace faciale chez le cheval. Et effectivement, je pense que vous le voyez un peu à sa locomotion, elle avait une grosse boiterie, et donc là elle engageait un virage et elle avait très mal à ce moment-là. Donc elle n'exprimait pas cette grimace faciale constamment au pré. Par contre, lorsqu'elle a engagé le virage, et je la filmais pendant un certain nombre de temps, elle avait, lorsqu'elle se déplaçait, qu'elle avait cette boiterie forte qui se prononçait, elle avait cette grimace qui apparaissait. Donc elle avait en plus de ça Cushing, on peut le voir avec son pelage, et puis elle avait cette ligne de dos très courbée aussi, avec ce ventre qui ressort, assez caractéristique du cheval âgé. Donc pour compléter les grimaces faciales de la douleur et évaluer le bien-être, j'utilisais le protocole Cheval Bien-être, qui est la version française du protocole international AWIN pour le cheval. Et donc avec ce protocole, j'analysais aussi les chevaux en prenant leur note d'état corporel pour évaluer leur niveau de maigreur, la note d'état du corps. Là, on ne dirait pas avec tous ces poils et ce ventre qui ressort, mais en fait, elle avait une note assez faible, cette jument, parce que sous les poils, quand on palpait au niveau des zones de la note d'état corporel, on ressentait en fait qu'elle avait peu de graisse. Mais elle a, avec tous ces poils, on aurait pu penser qu'elle n'était pas du tout en sous-poids, alors qu'en fait, elle avait une note assez faible. Ensuite, donc, l'analyse de ce projet portait sur les grimaces faciales, mais aussi la caractérisation de l'expression faciale du cheval âgé, qui est différente du jeune cheval. On l'a vu tout à l'heure avec Dr Bourreau, c'est vrai qu'il y a un phénotype de l'animal âgé qui est là, car avec le temps, l'animal évolue. On a moins de graisse, une perte de muscles et d'autres évolutions. Et donc on voulait essayer de distinguer la grimace faciale liée à la douleur et l'expression faciale du cheval âgé qui peut parfois se rassembler, puisqu'on voit plus les muscles masticateurs sur les chevaux âgés, puisqu'il y a moins de graisse, etc. Et donc on voulait vraiment essayer de commencer à faire une distinction entre les deux, pour ne pas systématiquement penser qu'un cheval âgé est en douleur, alors que ça peut être juste lié à l'évolution de son physique, et ça peut ne pas être lié à la présence de douleur. Donc ça a été aussi un challenge de ce projet. Donc pour les zones que nous avons observées, nous nous sommes concentrés sur les oreilles, la position des oreilles, sur les salières, la crête temporale, l'œil. Et puis après, j'ai distingué 3 zones, parce que j'ai remarqué que sur les chevaux âgés, c'était 3 zones qui étaient assez creuses, indépendamment de la présence d'une douleur, ainsi que la présence des veines faciales que j'ai trouvées plus prononcées chez les chevaux âgés, les muscles faciaux, donc le museau, le nez, les lèvres, puis aussi le port de l'encolure. Donc par rapport aux données, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, chez le cheval âgé, l'expression faciale par rapport à des jeunes chevaux, on observe effectivement des zones plus creuses au niveau de sa tête, une peau que j'ai caractérisée comme étant non lisse par perte de tonicité musculaire, et effectivement des veines faciales plus visibles, des muscles faciaux plus saillants par l'âge et non pas par la présence de douleur, et aussi des lèvres par contre qui vont être rarement contractées avec un bout du nez plutôt relâché, qui n'est pas un signal de bien-être, puisqu'il y a aussi des articles qui nous disent que si les lèvres sont relâchées, c'est que le cheval est bien. Mais là, c'était plutôt par rapport à son âge et à sa perte de tonicité liée à la vieillesse. Donc ça, c'est la caractérisation de l'expression faciale du cheval âgé, indépendamment d'un état de bien-être et de mal-être. Ensuite, par rapport à la détection de l'apathie, donc je vais rappeler rapidement ce que c'est. L'apathie, ça va être une indifférence à l'environnement. Un cheval qui va plutôt être dans une posture de retrait ou figé, qui ne va pas réagir si on secoue le seau de graines, s'il y a un événement intéressant ou s'il y a du bruit, il va plutôt rester dans son coin et ne pas réagir aux stimulations de l'environnement. Ça va aussi être un cheval qui va avoir une posture qui va être associée à d'autres. Si c'est associé à d'autres symptômes, ça peut suggérer un état dépressif. Et ça peut aussi être un indicateur d'une émotion négative. Un cheval qui ne réagit pas, ce n'est pas très positif. Ensuite, comment on peut le détecter sur le terrain? Donc ça, c'est issu du protocole cheval bien-être AWIN Horse.
Donc durant un moment calme, il faut être dans l'écurie, dans le pré, dans la zone où le cheval vit, sans se faire remarquer du cheval et à distance de la distribution de nourriture pour justement pas interférer avec notre observation par scan de l'animal. Nous allons l'observer pendant 5 minutes de façon discrète. Et nous avons une petite feuille avec voilà, toutes les 30 secondes. Nous allons noter la posture de l'animal. Est-ce qu'il a une posture de retrait? Oui. J'attends 30 secondes. J'observe à nouveau? Oui. Pendant 5 minutes. Et donc sur ces 5 minutes, si nous observons 5 observations successives avec posture de retraite en 5 minutes, alors ce n'est pas satisfaisant. Ça veut dire que le cheval présente de l'apathie. Par contre, c'est satisfaisant, donc il n'y a pas d'apathie si nous observons moins de 5 observations successives avec posture de retrait. Parce que si on observe, par exemple, 5 observations où le cheval voilà, est effectivement en apathie, là, ce n'est pas satisfaisant. Donc ça demande, comme on le disait, c'est animal centré. Il faut effectivement aller là où vit l'animal et l'observer, et observer chaque individu pour voir s'il y a présence ou non de signaux de mal-être et d'apathie. Par rapport ensuite à la mise au parc, comment et la signification pour le cheval. Donc dans un premier temps, si on s'intéresse à l'humain, il faut effectivement réfléchir à la composition du troupeau selon l'âge, selon les personnalités aussi des chevaux, selon les ententes, les gabarits. On peut se poser la question du pâturage mixte, on peut le voir ici. Voilà, ça peut être une option pour la retraite. Les équidés finalement le vivent assez bien. Le retour du gestionnaire de cette structure était plutôt satisfait. Au début, le nouveau cheval qui arrivait dans le troupeau de chevaux retraités dans le parc était même plus proche des bovins que des équidés dans un premier temps, et puis après il faisait connaissance avec les équidés. Et puis il y a des bénéfices aussi pour le pâturage au niveau des rejets que les bovins mangent et que les chevaux mangent. Enfin, c'est très complémentaire, et par rapport aussi donc aux parasites, c'est intéressant. Ensuite, il faut aménager donc l'espace aussi selon les soins des chevaux. Il faut bien sûr avoir un point d'eau, un point d'alimentation, de fourrage, et une zone couverte aussi. Ça s'est demandé dans le protocole cheval bien-être avec certaines dimensions pour que le cheval soit aussi à l'abri en cas de pluie, de vent, d'intempéries, de grande chaleur, qu'il ait de l'ombre. Ça peut être, on peut construire un abri, ou ça peut être aussi mettre des haies et des arbres qui soient suffisamment grands pour permettre d'avoir une zone couverte et abritée pour le cheval. De l'eau claire dans un bac qui soit lui-même propre, qu'il n'y ait pas de moisissures, trop de cochonneries dans le bac à eau pour que ce soit assez pur. Et aussi, il faut maintenir une surveillance du troupeau et un suivi des soins. Donc à minima, il faut quand même le parage, sinon les chevaux, ils ont des sabots qui se déforment, ça entraîne des problèmes de locomotion. Il faut aussi continuer un suivi minimum vétérinaire, de dentisterie, parce que les chevaux âgés ont aussi une dégradation de l'appareil dentaire et ils ont besoin d'entretien pour continuer à s'alimenter correctement. Parce que j'ai pu observer des chevaux sur le terrain qui n'avaient plus de suivi du tout, et de parage, et de dentisterie, et vétérinaire, plus de vaccination, plus rien. Et en fait, donc ils boitaient fortement, notamment parce qu'ils avaient les pieds pas du tout entretenus. Et puis pour l'alimentation, ils faisaient des boulettes, ils avaient du mal à s'alimenter parce qu'effectivement, ils avaient les dents en très mauvais état. Donc ensuite, pour le cheval, il faut, pour lui, en fait, la mise au parc, c'est aussi le moyen de retrouver de l'autonomie après une vie où il a peut-être été très orchestré par l'humain pour les sorties, pour la prise alimentaire, pour les contacts sociaux, pour toute sa vie. En fait, le fait d'avoir une retraite où il retrouve l'accès à une prairie, à une vie de troupeau, c'est peut-être pour lui, dans sa vie, peut-être pour un cheval de club, la première fois où il retrouve de l'autonomie. Il peut se déplacer s'il en a envie, quand il en a envie. Il peut aller avec des congénères. Il peut bénéficier du grooming entre congénères et avoir cette vie sociale qu'il n'avait peut-être pas dans un club où avant il était dans son box et il suivait les rythmes des cours d'équitation. Donc c'est aussi un bénéfice au niveau de la vie sociale en troupeau. Et ce que j'ai indiqué, c'est que ça pouvait générer du stress, notamment pour les chevaux de club,
Ça, c'était une discussion avec un gestionnaire de structure de retraite où il a vu il a eu le témoignage avant-après par rapport à ce cheval qui avait connu une vie très proche des humains, des enfants, tous les jours, très sollicité, très gâté. Et puis le fait d'être mis en troupeau avec des congénères, il était un peu déboussolé, ça avait généré du stress puisque il avait l'habitude d'être très proche des humains et il se retrouvait un peu abandonné dans cette prairie, même s'il était en troupeau, il a fallu un petit temps d'adaptation quand même puisque ça a généré du stress de ne plus avoir ce contact où il était choyé tous les jours par des enfants. Donc voilà, donc ici sur les photos vous pouvez voir, donc ça c'était dans le refuge pour vieux animaux. On peut voir 2 juments, c'était les doyennes, elles avaient 35 et 34 ans. Moi j'étais surprise par leur bon état. Elles étaient encore bien actives, j'ai pu voir des petits galops. Bon, elles boitaient un peu bien sûr, mais j'ai pu voir une vie sociale, des juments qui étaient pas du tout apathiques comme j'aurais pu l'imaginer sur des vieux chevaux qui avaient cet âge-là, mais au contraire qui avaient encore cette petite vie sociale, une vie encore de cheval normale. Ce qui, je pense, est aussi la limite au moment où est-ce qu'on doit euthanasier ou pas. Est-ce que le cheval a encore sa vie normale ou est-ce qu'il est très handicapé dans sa vie de tous les jours? Et là, moi, ça m'avait donné espoir de voir ces 2 juments de 35 et 34 ans avoir leur vie. Donc ici, il me semble que ce cheval-là avait 27 ans, celui-là 25 ou 26. Et là, il était un peu plus jeune, ce cheval-là. C'était un jeune cheval retraité de 13 ans qui avait une blessure. Et donc, suite à cette blessure, il avait été retiré de la vie de l'athlète, on va dire. Et il avait été mis en retraite très tôt.